Hello! Bonjour Thomas. On remet un peu de musique l'instant que tout le monde arrive. Oh, ouais, il Et n'y a on pas va de démarrer dans 30 secondes. Je suis ravi d'être avec toi. Mais pareil, moi c'est pareil. C'est un honneur et un plaisir de faire cette conférence avec ces âmes. Voilà, un peu de musique pour que les gens rentrent tranquillement. Alors, ça va être un thème qui va passionner l'ensemble des professionnels de santé et l'ensemble de nos clients médecins, qui est la CELAR. C'est un sujet dont tout le monde parle et on s'aperçoit que derrière, il y a plein de notions sur la notion de patrimoine, sur la notion de transmission, sur la notion d'optimisation, sur la notion d'impôt. Et juste avant qu'on démarre, tu me parlais de la retraite, c'est aussi un sujet. Donc, ça va être 35-45 minutes qui vont être passionnantes et l'idée, c'est que l'ensemble des médecins qui vont écouter cette webconférence puissent comprendre si jamais ils sont éligibles, si jamais c'est fait pour eux, quels sont les avantages, comment ça peut se passer pour eux et comment ça peut se mettre en place. Et pour cette webconférence, je suis ravi d'avoir l'expert français peut-être. Je crois que ton cabinet est aujourd'hui ultra spécialisé. On est une des références sur la place au C'est niveau de la sûr. métropole, en effet. C'est certain d'ailleurs. Avant de te laisser la parole. En création de ces sociétés-là, en fait, on est le cabinet qui a créé le plus, qui a fondé le plus de sociétés pour des médecins. Et donc, tous les ordres de France nous connaissent. Voilà, déjà, c'est important. Ouais. Ah ouais, non, c'est certain. Alors, comment est-ce que tu en as arrivé à créer ce cabinet et en quoi Baris Consulting est un peu unique dans son approche? Alors, en fait, c'est très simple, Christian. C'est-à-dire que moi, j'ai du côté de ma mère, ils sont tous médecins de père en fils. Ma mère n'est pas devenue médecin, hein, elle est artiste, pour être tout à fait franc avec toi. Et en fait, j'ai baigné dedans depuis déjà tout petit et en fait, on entendait toujours parler, on paye trop d'impôts, trop de charges, trop de CARF, trop d'URSSAF. Notre expert comptable, on ne sent pas réellement spécialisé dans le milieu médical. On n'a pas réellement de conseils, on n'a pas réellement une visibilité sur le long et sur le moyen et long terme, pardon, au niveau de nos finances, mais aussi au niveau de notre retraite. Et en fait, un jour, m'est venue l'idée de mettre en place une structure et un accompagnement global pour l'accompagnement du médecin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, avant de faire ça, tu viens de cette partie-là, de la partie financière, la partie. Initialement, j'étais banquier d'affaires. En fait, on travaillait pour ne pas citer le nom, j'étais donc à la Société Générale et nous, on gérait de grandes familles, donc dans les cellules juridiques et fiscales. Donc, si tu veux, tous les montages juridiques et holding et patrimonial, donc on les maîtrisait déjà très bien, parce qu'on avait toute une équipe dans nos entités à la Société Générale. Et donc, on maîtrisait déjà le domaine. Après, c'est vrai que le milieu du médecin, c'est beaucoup plus particulier, parce que le médecin, il a ses ordres, ses propres caisses de retraite, les URSSAF. Et puis bon, là, aujourd'hui aussi, je sais qu'il y a plein de médecins qui font quasiment que de l'esthétique, donc ils sont déconventionnés. Donc, il n'y a même pas la partie sécurité sociale. Ils payent aussi, eux, la TVA. Donc, il y a des subtilités Ouais. que d'autres n'ont pas. Alors, alors on en reparlera peut-être à l'intérieur de cet échange. De toute façon, je vais lancer la petite présentation sur laquelle tu as travaillé. Mais avant ça, est-ce que la CELARL, n'importe quel médecin peut y avoir droit ou il y a une nécessité d'avoir une spécialité particulière, un chiffre d'affaires particulier? Non, il n'y a pas de chiffre d'affaires particulier, Christian. Par contre, après, c'est du cas par cas et du sur-mesure. C'est sûr que si tu veux, bien évidemment, si le médecin il a besoin de tous ses revenus en termes de bénéfices, lui mettre en place une société d'exercice libéral, on n'y voit pas d'intérêt d'un point de vue purement économique. L'idée, c'est qu'il puisse en fait se fixer la rémunération dont il a besoin en gros, c'est sur cette rémunération-là qu'il va payer ses impôts et ses cotisations sociales. Donc, du coup, il va pouvoir capitaliser tout un capital financier sur sa CELAR et après, il va pouvoir les réinvestir dans les holdings sur son activité libérale. Alors, on va revenir sur l'ensemble de ces notions. Ce que je te propose, je vais mettre à l'écran la présentation. Ça va me permettre également de rentrer sur les sujets que nos clients médecins au sein de Sésame nous amènent. Et il y a énormément de
de questions qui vont être pour toi. Oui. Très bien. Ça va nous permettre d'avancer d'une façon un peu concrète. Et je crois qu'en même temps, tu as prévu un cas d'école, ce qui va permettre de rendre extrêmement opérationnel cette idée-là. Je te laisse la main, Thomas. Exactement. Alors, juste très brièvement, avant de présenter le diaporama, donc concrètement, Baris Stratégie, en fait, on propose tout un accompagnement global, un 360 degrés pour le médecin. Donc, tant au niveau de l'expertise comptable que du commissariat aux comptes, que de la partie juridique avec toute une équipe, donc tant conseil, mais aussi montage juridique, département. Et ensuite, on a aussi toute la partie donc conseil stratégique. Donc là, en fait, nos clients médecins sont suivis par des fiscalistes et des ingénieurs patrimoniaux pour en fait leur mettre toute une stratégie juridico-fiscale et patrimoniale. Voilà. Donc en fait, le médecin, nous, quand il vient chez nous, bien évidemment, on propose des packages et tout est flexible. Mais le médecin, l'idée, c'est de lui proposer un accompagnement à 360 degrés, tant sur sa situation pro que personnelle, et aussi investisseur. Donc on va lui mettre en place tous les montages, tous les conseils juridiques, comptables, financiers, pour atteindre ses objectifs. Voilà. Ok. Bon. Ça, c'était quelque chose d'important aussi. Alors aujourd'hui, voilà, en fait, le sujet, c'est que c'est une question que tous les médecins se posent aujourd'hui. La SEL et les holdings financières SPFPL et les holdings patrimoniales, donc ce sont des outils qui favorisent le développement de l'activité libérale du praticien. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment et pourquoi c'est intéressant et dans quel cadre et dans quel cas. Si jamais on devait hiérarchiser vraiment les questions qui reviennent le plus auprès de médecins, est-ce que c'est une volonté de payer moins d'impôts? Est-ce que c'est une volonté de transmission de patrimoine? Est-ce que c'est une volonté d'optimisation fiscale? C'est quoi l'élément le plus important pour un médecin? Alors, pour nous, en fait, on voit plutôt la CELARL comme un outil de gestion. C'est-à-dire que tu vois, comme tout entrepreneur qui est généralement en société, aujourd'hui quasiment tous les entrepreneurs sont en société, en fait, la société, elle va plutôt leur permettre de mieux gérer leurs finances et leurs dépenses. Et à travers cette meilleure gestion, si tu veux, Christian, eh bien, du coup, ils vont devenir de meilleurs gestionnaires. Donc, bien évidemment, nous, on va les accompagner. Et à partir du moment où ils commencent à devenir de meilleurs gestionnaires, théoriquement, ils vont faire des économies d'impôts, de cotisations sociales, et ils vont pouvoir en fait surtout réinvestir dans leur activité libérale, mais aussi sur la sphère patrimoniale personnelle. Voilà. Donc en fait, la CELARL, c'est plutôt un couteau suisse. Ouais. C'est un couteau suisse, donc bien évidemment de gestion, d'optimisation fiscale, juridique, patrimoniale. De toute manière, on va en parler tout au long de notre entretien. Ouais. Donc, on va parler des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai, tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui démarrent en BNC et qui n'ont pas ce réflexe de la partie entrepreneuriale, souvent parce qu'ils n'ont pas l'information d'ailleurs, non? Exactement. En fait, à la fac, on n'a pas été formés, enfin, les médecins n'ont pas été formés à la gestion de leur activité libérale. Tu vois, aujourd'hui, Baris Stratégie, on crée des centaines et des centaines de CELARL pour des médecins chaque année. Et on a des médecins, donc maintenant, plus ça vient, plus les jeunes médecins, en fait, comprennent que s'ils n'optimisent pas leur activité libérale, concrètement, il faut dire ce qui est, ils vont payer plus de 60 à 70% de pression fiscale et sociale, donc leur caisse de retraite qui est la CARF et les URSSAF, l'administration fiscale. Donc, ils comprennent. Et nous aussi, c'est vrai que on organise beaucoup de conférences, on en donne sur toute la France, on commence à en donner aussi dans les cliniques, dans les universités, dans les hôpitaux universitaires. Voilà, l'idée, c'est de les former et de les informer sur ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils passent en libéral. Ouais. Alors, ce qui va être intéressant dans ta présentation, c'est que non seulement on va apporter de fortes notions sur la notion de CELARL, mais également tu vas aborder alors à la fois un cas d'école avec cet exemple, mais également la notion de holding. Et très souvent, on a l'impression que c'est extrêmement compliqué.
Et alors moi qui viens du monde de l'entrepreneuriat pur, on s'aperçoit à quel point la holding est un instrument qui est quasi indispensable dans notre organisation juridique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les professionnels de santé peuvent tout à fait y avoir accès et avec une grande dose d'optimisation. Exactement, tout à fait. Alors, pourquoi la majorité des professionnels de santé exercent en BNC? Alors déjà, par simplicité, hein, comme c'est noté, parce que c'est beaucoup plus simple administrativement. Au niveau de la gestion, bon, bah, pareil, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais surtout, en fait, Christian, c'est parce que je me répète, mais il y a un manque de formation et d'information lié à l'activité libérale du médecin. Et c'est vrai que les experts comptables, d'une manière générale, hein, moi, mes confrères, les experts comptables, bah, d'une manière générale, l'expert comptable ne conseille pas. À la gestion pure de l'activité libérale du médecin. Voilà. Oui, ils n'ont peut-être pas non plus la compréhension globale, à la fois des avantages et des inconvénients, et surtout de la mise en place de la CELARL. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, les comptables qui viennent du monde purement, alors je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais dans nos clients médecins, on s'aperçoit à quel point il y a pas de défaut de conseil, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais on est sur un univers où l'optimisation est presque un mauvais mot, alors qu'on est dans une société où aujourd'hui, c'est quand même dommage de ne pas utiliser les différents outils qui sont réservés aux professionnels libéraux. Tout à fait, tout à fait. C'est notre but et notre objectif chez Paris Stratégie. On a une réelle éthique de travail au niveau de notre accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment de le faire dans l'intérêt de nos clients. Donc, il y a un réel intérêt. Alors, au niveau des avantages du BNC, bah, pourquoi est-ce que les médecins ils restent en BNC d'une manière générale, c'est parce que, bon, bah, encore une fois, les formalités, elles sont simples, elles sont réduites. La compta, elle est beaucoup plus simple qu'une CELARL. Voilà. Parce que la comptabilité d'une CELARL, bon, elle est quand même un peu plus rigoureuse. Bien sûr. Et puis après, bon, bah, par rapport aux inconvénients, le médecin, il va payer ses cotisations sociales, CARM et URSSAF, sur la totalité de son BNC, donc le bénéfice non commercial. Et c'est surtout, en fait, le gros point. Et puis, il va aussi payer son impôt sur le revenu sur la totalité de son DNC aussi. C'est principalement en fait sur ces deux points-là où quasiment tous les médecins passent en société d'exercice libéral. Voilà. Et puis après, comme tu disais, Christian, il est limité. Il n'a pas la possibilité de créer des holdings derrière. Et d'ailleurs, on va en parler. On va expliquer quelle est l'utilité de ces holdings. Ouais. Bon, ça c'est vraiment capital et c'est l'énorme différence entre d'un côté l'imposition du BNC sur la totalité, la partie sociale ou la partie fiscale, alors que de l'autre côté, on a une notion du résultat net qui lui va être imposé et donc d'une optimisation qui est évidemment qui va peser lourd d'ailleurs dans la balance. Enfin, on comprendra peut-être mieux avec le cas d'école. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant d'exercer en CEL? Déjà, comme c'est noté, en fait, l'idée de la CELARL, c'est d'avoir on va dire, d'être plus actif fiscalement. C'est-à-dire que là, concrètement, on sera uniquement imposé au niveau de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales que sur la rémunération qu'on prendra. Et puis c'est tout. Donc du coup, la pression fiscale, elle va baisser. La pression sociale, CARM, FURSSAF va baisser. Et après, bien évidemment, la CELARL, elle va permettre aussi de développer tout un patrimoine tant pro que personnel. Nous, on qualifie toujours aussi que la société d'exercice libéral, sur le moyen long terme, devient en fait le capital retraite du médecin. Parce que c'est réellement sur celle-ci qui va capitaliser le médecin. Alors, ça peut être un médecin, tout comme un chirurgien dentiste. Peut-être qu'il y a aussi d'autres professionnels de santé. Peut-être qu'il n'y a pas que des médecins aujourd'hui. D'ailleurs, je vois un message d'une certaine Madame Laetitia. Ça peut être aussi une infirmière ou un kiné ou un chirurgien dentiste ou un pharmacien, bien évidemment. Ouais.
Donc, la vraie nouveauté pour un médecin, c'est d'être imposé fiscalement que sur sa rémunération. Et c'est vraiment une notion que les médecins, au départ, ne maîtrisent pas forcément. C'est-à-dire que la notion de BNC par rapport à rémunération va être particulière. D'ailleurs, ça m'amène une question. On parle de la CELARL, mais aussi de la CELAS ou la CELASU. Est-ce qu'il y a, tu sais, dans le domaine entrepreneurial, dans une SAS, tu peux être salarié de ta société. Est-ce que ça peut être le cas d'une CELASU? C'est exactement la même chose pour un médecin. D'accord. Ou un professionnel de santé d'une manière générale. Il pourrait être avec un petit salaire et un dividende un peu plus important? Exactement. Alors, il faut juste faire attention au niveau des dividendes parce que la réglementation, elle a un peu changé. En fait, il faut savoir que un médecin, c'est pas comme une autre profession. Un commerçant, l'expert comptable, l'avocat, ou toute autre profession, quand il sort des dividendes de sa CELAS, de sa SAS, il paye la flat tax. Dans le milieu médical, c'est un peu différent. Puisque si tu veux, dans le milieu médical, en fait, on est dans un désert médical. Et la caisse de retraite des médecins, qui est la CARF, en fait, depuis un peu plus de 2 ans, quand le médecin il sort des dividendes de sa société d'exercice libéral, que ce soit une CELAR ou une CELAS, eh bien, sur un certain prorata, il commence à payer des cotisations sociales. Bien évidemment, on a toutes les solutions pour les remédier, mais ça, c'est un point qui est hyper important. Ouais, alors, on va revenir dans le cas d'école. Si jamais vous êtes médecin et que vous êtes un peu perdu avec ces notions-là, le cas d'école va beaucoup vous aider. Mais il faut bien comprendre que dans le monde de l'entreprise, en dehors de la CELARL, quand on parle de SAS notamment, ou même de SARL, la notion de dividende, elle est imposée à 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. C'est ce que tu viens de dire, Thomas. Alors que dans le domaine de la CELARL, tu es en train de nous dire que le dividende, lui, ne sera pas forcément imposé à 30%, mais il y aura une cotisation supplémentaire qui sera due aux caisses sociales? Exact. Ok. Donc ça, tu optimises ça. Ça, tu optimises ça pour que ce soit au top? Oui, tout à fait. Ok. Bon, alors voilà, comme c'est noté, les avantages et les inconvénients. Les avantages juridiques, en fait, quand on est en société, on a un réel socle juridique, mais aussi prévoyance. Fiscal, on vient d'en parler. Social, donc il y a votre caisse de retraite, la CARF, les URSSAF. La Carpinco pour les infirmiers, je vois qu'il y a des infirmiers. Et puis après, surtout, c'est sur la partie patrimoniale. Encore une fois, parce que c'est vraiment sur celle-ci, c'est sur cette société-là où vous allez réellement capitaliser pour votre retraite. La retraite, c'est tout un sujet aujourd'hui. Bien sûr. Un médecin aujourd'hui libéral, il va cotiser toute sa vie. En moyenne, la pension de retraite moyenne, je parle bien de la pension de retraite moyenne d'un médecin libéral, on est entre 2003 et 2700 euros net par mois. Donc, par rapport au chiffre d'affaires qu'un médecin libéral fait, c'est pas énorme. Donc, toute l'idée, c'est de capitaliser vous-même pour votre propre retraite. Et aujourd'hui, c'est vraiment le grand sujet, la préparation de la retraite. Et puis après, bien évidemment, il y a aussi la partie transmission. Pour les inconvénients, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la comptabilité, dirais-je, l'expertise comptable, elle doit être quand même plus rigoureuse quand on est en société, parce qu'il y a quand même un réel maintien d'une comptabilité. Et puis après, écoutez, ma foi, pour avoir tous les avantages et tous les bénéfices d'une société d'exercice libéral, il faut être accompagné par des sachants du domaine. Et c'est encore mieux quand ils sont spécialisés dans le milieu du médecin. Oui, parce que ça, je pense que c'est le vrai point qui peut être compliqué pour un médecin, c'est de choper l'information et la bonne information. Très souvent, les comptables, d'ailleurs, ne maîtrisent pas ce passage en CELARL. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes comptables qui s'occupent du BNC que de cette notion de CELARL. Est-ce que d'ailleurs, dans cet accompagnement, vous proposez l'accompagnement comptable également, ou est-ce que le médecin reste avec son comptable historique? Alors, la plupart des médecins qui passent par Paris Stratégie rejoignent aussi notre cabinet d'expertise comptable.
pour pouvoir les accompagner sur leur installation notamment. Parce qu'en fait, le médecin, quand il passe en CELAR, lors de la première année, il y a quand même toute une méthode au niveau de l'installation, sur la régularisation de ses cotisations sociales, l'étalement de son impôt sur le revenu, de son impôt sur les sociétés. Donc oui, en effet, il y a un réel accompagnement sur l'expertise comptable. Mais pas obligé. Après, si le médecin souhaite garder son expert comptable, il peut tout à fait rester avec lui. D'accord. Okay. Alors, concrètement, avant de passer sur le cas pratique, mais qui rédige ce transfert? C'est un avocat? C'est un fiscaliste? Est-ce qu'il y a une profession particulière qui valide ça? Chez Barry Stratégie ou d'une manière générale? D'une manière générale et en particulier chez Barry. Nous, chez Barry Stratégie, on a toute une équipe de juristes, mais aussi d'avocats en interne qui sont là pour monter tous les dossiers juridiques concernant des sociétés d'exercice libéral de nos clients médecins. Mais si un médecin était intéressé par la CELAR et voulait le faire tout seul, est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce qu'il doit se tourner vers quelqu'un? Est-ce que c'est impossible à faire tout seul? Non, c'est possible. C'est toujours possible de le faire seul, mais c'est très compliqué. Parce qu'en fait, les administrations françaises, comme vous savez, c'est très compliqué. On doit monter un dossier qui doit répondre déjà au cahier des charges de l'ordre des médecins, départementaux, mais aussi national. Ensuite, on doit passer par le greffe du tribunal de commerce. Après, pour ceux qui sont conventionnés, il faut aussi passer par la case sécurité sociale, avoir une nouvelle carte CPS. Et puis, éventuellement, il y a aussi toute la partie financement et bancaire. Donc, vous voyez, en fait, nous, on va vraiment accompagner la création de cette société de A à Z. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un médecin, une société pour un médecin, c'est une profession qui est réglementée par un ordre et par la sécurité sociale. C'est pas comme créer une SCI ou une SARL ou une SAS. Ça, on les crée en une dizaine de jours, c'est fait. Une société d'exercice libéral pour un médecin, ça va prendre plusieurs mois pour la mettre en place. Ouais. Oui. Et c'est là le savoir-faire de ton cabinet, c'est de laisser le médecin faire son métier et vous d'être à ses côtés sur cette partie juridico-patrimoniale. Notre devise, elle est très simple, Christian. C'est que, l'objectif, c'est que notre client puisse bien accompagner ses patients, qu'il puisse aussi gagner confortablement sa vie, parce que c'est aussi le but, c'est bien gagner sa vie. Et nous, notre job à nous, c'est d'accompagner au mieux notre client médecin. Comme tu as dit, on va faire toute la partie administrative, du juridique. Ouais, il n'aura pas besoin de mettre les mains dedans. Alors, prenons le cas de Dr Martin. Ouais. Donc, Dr Martin, il a 48 ans, il est médecin, esthétique. Il était initialement généraliste et il s'est lancé dans l'esthétique. Alors, du coup, on a mis un secteur 2, mais après, lui, en fait, dans notre cas à nous, ce médecin, sachant qu'il est initialement médecin généraliste, sur Paris, parce que sur Paris, il y en a plein qui sont en secteur 2, et il fait aussi une partie esthétique. Donc, dans notre cas, bien évidemment, il est passé par César. Voilà. Donc, bien évidemment. Merci Thomas. Un groupement avec 3 médecins. Donc, il a un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Il est marié en séparation de biens. Donc, son épouse est les cadres en ressources humaines, 60 000 euros de salaire par an, et ils ont 2 enfants de 9 et 11 ans. Donc, du coup, ses objectifs, vous voyez, c'est d'optimiser sa pression fiscale et sociale, c'est d'investir dans des projets, dans des projets immobiliers et des projets d'entreprise pour développer son activité libérale. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est parti chez Sésame, et par l'accompagnement Sésame, pour se mettre dans l'esthétique. L'idée aussi, c'est aussi de protéger sa famille, transmettre un patrimoine à ses enfants, et bien évidemment, encore une fois, le sujet, c'est de préparer sa retraite, pour se préparer et planifier une retraite sereine. Voilà. Donc, d'après en fait notre étude que l'on a faite sur ce docteur-là, les besoins du foyer étaient aux alentours, donc pour vivre,
aux alentours de 11 000 € par mois, hors impôt sur le revenu et hors crédit. Ouais, je crois que ça c'est vraiment l'élément majeur dans l'audit ou dans l'analyse que ton cabinet doit savoir faire, c'est d'identifier ce besoin nécessaire sur lequel les charges vont s'appliquer, contrairement à la situation 1 qui était le BNC, où là on prend le chiffre d'affaires global moins quelques charges, et là on se fait matraquer fiscalement. Où là, tout le monde vient croquer. Alors que là, tu vas identifier le besoin et c'est là-dessus que les charges vont être payées. C'est bien ça, hein? Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, bon, Donc, bah voilà, hein, vous voyez. Donc là, on a un tableau avec 3 colonnes. Au plus à gauche, donc on a la partie donc chiffre d'affaires, les charges. Hein. Donc chiffre d'affaires 350 000. Les charges d'exploitation, donc ce sont toutes les charges liées à l'activité libérale de ce praticien. Et donc là, il a un bénéfice de 178 000 €. Il a ses cotisations sociales qui payent, hein, bien évidemment, 82 000. Et il y a les revenus, du coup, sur la sphère personnelle, les revenus de son épouse, de 60 000 €. C'est-à-dire que ce foyer-là, par rapport à sa tranche marginale d'imposition, eh bien, il paye un peu plus de 65 000 € d'impôt sur le revenu. Ouais. En société, vous voyez, c'est un peu différent. En scène, vous voyez, la colonne qui est la plus à droite. Donc, il y a pareil, hein, le même chiffre d'affaires qui ne change pas. Les charges fixes, donc l'exploitation qui ne change pas de son activité libérale. Sauf que là, vous voyez, la ligne qui change, c'est la ligne rémunération. Donc là, c'est une rémunération de 100 000 €. Sur laquelle il va payer des cotisations sociales, CARM, qui est la caisse de retraite et les URSSAF. Donc chiffre d'affaires moins les charges de 90, moins la rémunération de 100 000 €, moins les cotisations sociales CARM, URSSAF, ça donne 51 000 €. 51 000 €, ce qui donne un résultat de 109 000 €. Et sur les 109 000 €, bien évidemment, il va payer un impôt sur les sociétés, qui est imposé, du coup, à 15% jusqu'à 42 000 €, et ensuite 25%. Sachant que, je vous le dis, hein, en avant-première, l'impôt sur les sociétés va passer à 22%, 15%, et donc les 25 vont se transformer en 22 au 1er janvier prochain. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où le docteur va réellement gagner, c'est sur le delta entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. D'une manière générale, vous voyez, un médecin libéral, il a une tranche de 41, voire 45%, voire 45% plus taxe sur les hauts salaires. Ouais. L'idée, en fait, c'est de pouvoir lisser et planifier sa rémunération. Et nous, notre objectif, en fait, tout le temps, premier, c'est de viser une tranche à 30% d'imposition, et pas plus. Ouais. Et donc, du coup, il va payer son impôt sur les sociétés donc de 23 000 €. Et là, en fait, il va cumuler 86 000 € dans la société. Le réel gain économique, je parle bien du réel vivier et gain économique sur le moyen long terme, il est sur ça, sur les disponibilités dans la CELARL. Parce que c'est grâce à cet argent-là qu'il va pouvoir soit capitaliser sur son activité libérale, ou alors capitaliser sur du patrimoine. Donc sur le moyen long terme, c'est surtout là où il va être gagnant. Ouais. Alors que quand on est en BNC, il n'a pas le choix. Quand on est en BNC, le praticien, il doit payer des cotisations sociales et des impôts sur le revenu. Et généralement, encore une fois, on est sur une tranche à 41 ou 45, ou 45 plus taxe sur les hauts salaires. Et là, il se fait massacrer, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Alors que là, voilà, le vivier moyen-long terme, c'est celui-ci. Et tout à l'heure, on va parler du réel gain économique, mais sur le court terme. Ouais. Donc après, vous voyez, les revenus de son épouse, ils sont de 60 000 €. Et là, l'impôt sur le revenu, il passe à 27. Donc, quand on analyse le tableau, si vous voulez, comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres, il gagne au niveau de l'impôt sur le revenu, donc on passe de 65 à 27. Il gagne aussi au niveau des cotisations sociales, on passe de 82 000 à 51. Oui. Bon, par contre, de l'autre côté, il va payer un impôt sur les sociétés. Donc, il y a un réel gain. Ce qu'il faut que nos médecins comprennent, c'est que
la CELARL est vraiment un véhicule juridique dans lequel s'incorpore tout ça. Et que tu disais tout à l'heure, l'activité économique, enfin, la disponibilité sur la selle, donc c'est cet argent-là que tu vas pouvoir faire fructifier, enfin tu vas nous en parler un petit peu après, mais qui va pas être dépensé soit en impôts, soit en cotisation sociale. Donc les 86 000 euros, c'est vraiment le gain, non pas du médecin, mais de l'entité juridique, en l'occurrence la CELARL. Si jamais il voulait puiser dans ces 86 000 euros pour partir en vacances, il aurait quand même une fiscalité à régler là-dessus. Enfin, tu vas certainement nous en parler. En revanche, il peut se servir de cette somme-là pour optimiser, pour investir, et c'est ça la magie, je pense, de la CELARL, contrairement au BNC où là, on fait le bilan comptable sur l'année et tout est payé, les charges, les machins, il n'y a pas de restant puisque on paye les charges sur la totalité du chiffre d'affaires, moins les. Exactement. Et chose très importante, Christian, tu vois, parce que le médecin libéral, il est habitué à exercer en nom propre. Si tu veux, il a peur. Il se dit que quand je vais passer en CELARL, je suis limité à un salaire. Tu vois, la rémunération, les fameux 100 000 euros dans notre exemple. Ouais. Et rassurez-vous, mesdames et messieurs, c'est pas parce que nous, dans notre exemple, on part à 100 000 que si vous avez besoin d'un besoin financier, exceptionnellement, vous pouvez monter ou baisser cette rémunération au mois le mois. Rien n'est figé dans le marbre. Ça, c'est hyper important. Je donne un exemple. Voilà, le praticien veut se faire plaisir avec sa famille, il veut partir en vacances. Il a besoin de prendre un peu plus. Il peut prendre un peu plus. En fait, c'est le médecin qui va se faire son virement tous les mois du compte pro de la CELARL au compte personnel. Bien évidemment, s'il prend un peu plus de salaire, il paiera un peu plus d'impôts et un peu plus de cotisations sociales. Mais il peut le faire, ouais. Et après, il redescend. Et l'inverse est vrai, c'est la magie du système. Imaginons que les enfants sont un peu plus âgés, qu'ils partent du foyer et que de 100 000, on arrive à un besoin de 60 000. Où là, on optimise encore un peu plus les disponibilités sur la CELARL, puisqu'on va consommer un peu moins de rémunérations qui, elles, sont quand même fiscalisées. Exactement. Alors, explique-nous. Alors, quand on passe en société, donc là, tout à l'heure, je vous parlais du gain sur le moyen long terme. Quand on passe en société, il y a aussi le gain sur le court terme. Économiquement parlant, je parle bien, c'est le rachat de patientèle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais ça commence à se faire connaître. Donc, en fait, le docteur peut vendre sa patientèle à sa CELARL. En fait, il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est dans un désert médical. Et aujourd'hui, une patientèle, ça ne se rachète plus sur le terrain. Donc entre médecins, vous voyez par exemple, là je vois qu'il y a une dermato qui est en train d'écrire, Madame Touati, entre médecins, c'est devenu très rare de se revendre sa patientèle, parce qu'on est dans un désert médical. Vous prenez un dermato aujourd'hui, il va fixer sa plaque sur sa porte, je vous dis, avec Doctolib, il va être full sur 3 mois. Donc une patientèle, ça ne vaut plus rien. Par contre, d'un point de vue purement comptable, juridique et financier, ça vaut quelque chose. C'est votre fonds de commerce. Et en fait, cette patientèle, vous allez pouvoir la revendre à votre société. Donc, prenons notre exemple. Donc, le chiffre d'affaires du docteur Martin, il est à 350 000 euros. Il a une valorisation de 80%. Donc, on lui a fait une valorisation à 80. 350, 80% de 350, ça donne 280 000. L'idée, c'est que le docteur Martin vend sa patientèle à la CELARL à 280 000, que la banque prend un crédit sur 7 ou 10 ans, et que du coup, le docteur va toucher 280 000 euros sur le compte personnel. Bon, certes, la banque, elle s'endette, mais par contre, le truc qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, les 280 000 euros qu'il va toucher sur son compte personnel, il va payer une plus-value de 30% dessus, ce qui fait 84 000 euros. C'est la flat tax. C'est la flat tax. Mais c'est hyper intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, 30%, financièrement et fiscalement parlant, pour vous en tant que médecin, d'une manière générale, c'est intéressant.
Parce que rien qu'entre votre tranche marginale d'imposition, qui est d'une manière générale entre 41 ou 45, mais après, avant, vous payez aussi vos cotisations sociales, qui sont aux alentours de 40%, vous débloquez un capital net à 30% de fiscalité, fiscalement, c'est intéressant. Mais en plus de ça, donc non seulement c'est une opération fiscale et financière intéressante, mais surtout, vous allez avoir du cash. Nos clients médecins sont toujours à court de liquidité personnelle. Pourquoi? Parce qu'ils investissent beaucoup dans l'immobilier ou parce qu'ils ont toujours beaucoup d'impôts à payer, donc du coup, ils doivent faire des rattrapages d'impôts. Et là, au moins, vous voyez, vous aurez en fait un certain capital sur votre compte personnel, vous aurez un coussin de sécurité. Soit donc un coussin de sécurité, soit vous allez pouvoir le réinvestir, ou alors avoir des compléments de revenus, ou même éventuellement, mais ça c'est un peu plus rare en ce moment, de faire un remboursement anticipé de vos crédits personnels. Après, bien évidemment, c'est trouver la meilleure stratégie ou les meilleures stratégies les plus alléchantes pour vous. Et donc, du coup, au final, le docteur, il va lui rester une somme de 196 000 euros net de fiscalité. Et donc, ça, c'est un montage one-shot tout de suite. Et c'est ce que l'on appelle chez nous l'intérêt économique sur le court terme, le rachat de patientèle. Alors après, on n'est pas obligé de le faire, hein, attention. Hein. Le rachat, on peut ou pas. On peut aussi faire le montage sans rachat. C'est aussi possible. Mais ce serait dommage de passer à côté. Ouais. C'est un réel levier économique. Ah ouais, à plein de titres. Le premier, enfin, tu l'as dit, hein, c'est net de fiscalité. C'est-à-dire que les 30% de plus-value font qu'il y a pas d'impôt derrière, enfin, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ça ne rentre pas dans l'imposition fiscale. Enfin, il y a vraiment que 30%. C'est la première chose. La deuxième, c'est que l'entité juridique, la CELAR, qui, elle, va s'endetter pour pouvoir régler ce chèque à Dr Martin, va augmenter ses charges. Et quelque part, ça diminuera aussi l'imposition de la CELAR. Donc, cette notion d'endettement de la CELAR, elle a quand même un fort intérêt et ça permet en même temps de faire ce qu'on appelle un cash out, hein, d'encaisser un peu d'argent et puis ça peut être une transmission aux enfants, ça peut être de l'investissement immobilier, enfin ça peut être. J'imagine que tu sais accompagner tes clients sur ces sujets. Exactement. Tout à fait. Alors les holdings, c'est alors déjà que la CELAR peut sembler complexe pour certains. Est-ce que c'est pas trop compliqué une holding et quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il faut le faire après? Quel est ton avis là-dessus? Nous, généralement, Christian, on attend au moins 1 ou 2 ans avant de mettre en place la holding. Pourquoi? Parce qu'en fait, le praticien, quand il va s'installer en CELAR, la première année, il y aura, si tu veux, des régularisations comptables. Le truc qui est génial en société, c'est que dès que le praticien passe en CELAR, courant du premier trimestre de son passage, vu que nous, on va aller sur le site des impôts et on va lui fixer sa nouvelle rémunération, eh bien, l'impôt sur le revenu va très fortement baisser. Donc ça, c'est génial. Par contre, les cotisations sociales, Christian, comme tu le sais, elles sont calculées en N-1 et en N-2. C'est-à-dire qu'en fait, la première année d'installation du praticien, eh bien, pendant 1 an, tu vois, il y aura des régularisations comptables. Normal, parce qu'ils vont payer les cotisations sociales de l'année d'avant. Donc, nous, du coup, on préfère attendre une bonne année, voire une bonne année et demie, avant de commencer à mettre en place les différentes stratégies en holding. D'accord. OK. Donc, il y en a deux. Il y a la holding SPFPL, qui est la société par participation financière des professions libérales, et la SMHF, qui est en fait la société micro-holding familiale. Alors nous, aujourd'hui, la société, enfin la holding qu'on propose le plus, c'est plutôt la deuxième, c'est la SMHF. Puisque, en fait, là où le docteur va réellement capitaliser sur sa société, c'est notamment celle-ci. La SMHF, en fait, c'est une société de capitalisation. C'est une société patrimoniale qui sera très intéressante pour lui pour pouvoir, en fait, capitaliser toute sa trésorerie d'entreprise sur des projets, hein, pas que dans
liées au médical. Hein. Ça peut être, il pourra acheter des appartements, il pourra les réinvestir sur des placements financiers, mais surtout, ça a aussi un réel intérêt et un réel avantage économique lors de la transmission du patrimoine. En fait, Christian, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médecin, le jour où il va partir à la retraite, sa société d'exercice libéral, on va la radier de l'ordre de médecin. On va la liquider. Parce que c'est un médecin, c'est une profession qui est réglementée. Sauf s'il y a un repreneur qui souhaite racheter sa patientèle. Mais d'une manière générale, on radie la CELAR. Par contre, ce qui reste, et ce qui va perdurer dans le temps, c'est la holding patrimoniale. Parce qu'en fait, ça, c'est la société familiale qui va rester au sein de la famille. Donc, tu vois, toute la trésorerie que le docteur va générer, s'il ne la réinvestit pas dans son activité libérale à travers la CELAR, on va pouvoir l'envoyer vers cette holding patrimoniale-là et il va pouvoir capitaliser tout un patrimoine pour sa retraite. Ouais. Alors je pense que quand tu abordes le sujet d'une façon personnelle et individuelle, ce sont vraiment des notions qui sont extrêmement importantes parce que il y a des effets de levier qui sont majeurs et ça permet aux médecins d'optimiser à la fois son mode opératoire, mais aussi d'imaginer la transmission à la fois de son capital et de son patrimoine. Tout à fait. Après, voilà, l'idée c'est vraiment de proposer. Là, on parle d'une manière générale, mais par la suite, l'idée c'est de proposer en fait des stratégies personnalisées et un outil personnalisé pour notre auditoire et toutes les personnes qui souhaiteront éventuellement avoir un audit. Pour information, cet audit-là, initialement, nous, on le facture 1 500 € hors taxe, ce qui fait 1 800 € TTC, mais de par notre partenariat avec Sésame, eh bien, on a décidé de l'offrir en fait à tous les praticiens qui souhaiteraient en fait avoir une étude personnalisée. Eh bien, on va vous l'offrir. Voilà. Vraiment, je te remercie et je crois que ça peut vraiment accompagner et aider l'ensemble des médecins à comprendre cet environnement parce que ça demande une gymnastique intellectuelle et c'est bien de se familiariser avec ce premier rendez-vous. En plus, tu sais adapter les montages en fonction de l'objectif de chacun. Donc, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui vont écouter à faire cet audit. C'est une vraie valeur ajoutée que tu peux offrir. Alors, j'ai une question avant d'en enchaîner. La CELAR, le médecin est tout seul ou est-ce qu'il peut être avec son épouse? Est-ce qu'il peut mettre ses enfants comme dans une activité commerciale traditionnelle? Alors, nous, généralement, lorsqu'on crée la CELAR, c'est pour le médecin seul. Parce que c'est du sur-mesure pour lui. Après, s'il le souhaite, oui, il peut aussi y intégrer son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants. Mais les parts, par contre, elles sont limitées. Ouais. Elles sont limitées à 25% du capital. Parce qu'encore une fois, tu sais, un médecin, c'est une profession qui est réglementée par un ordre. Ouais, bien sûr. Et donc, ceux qui doivent avoir en fait le contrôle de la société, donc du coup, à un minima 75%, ça doit être le médecin exerçant. Par contre, après, s'il le souhaite le médecin, il peut être associé avec d'autres médecins. Voilà. Et là, il n'y a pas de limite. Ils peuvent être 3, 4. À partir du moment où ils sont médecins, ils peuvent se répartir le capital comme ils le souhaitent. Tout à fait. Okay. Donc là, l'outil de la création de la holding SPFPL, donc tout à l'heure, on a parlé de la holding patrimoniale. La SPFPL, c'est encore une autre stratégie. Alors, c'est une stratégie qui est très intéressante, la holding SPFPL, mais pour être tout à fait franc avec vous, on continue toujours à la faire, celle-ci, mais on la fait un peu moins. Parce qu'en fait, on estime déjà que la base, pour nous, le socle de base, entre la CELAR et la holding patrimoniale, ça suffit d'un point de vue optimisation fiscale. Après, si on veut aller encore un peu plus loin, on peut y rajouter encore une autre étape qui se nomme la holding SPFPL. Vous voyez tout à l'heure dans notre exemple, le docteur Martin, il vendait sa patientèle à la CELAR lorsqu'il était à libéral. Là, il va pouvoir pas vendre sa patientèle, mais il va pouvoir vendre ses parts sociales, donc les actions
de sa CELARL à la SPFPL. Et là, du coup, on lui redébloque encore beaucoup d'argent. Ça peut être très intéressant. Fiscalement, c'est un très beau coût fiscal et financier qu'on pourrait vous proposer. Mais encore une fois, en ce moment, on le propose vraiment quand c'est nécessaire. Voilà. Bien sûr. Oui, et puis ça peut peut-être venir dans un deuxième temps. Enfin, c'est... Tout à fait. Ouais. Donc, une conclusion? Oui. Alors, la conclusion, moi, c'est très simple. Hein. C'est du sur-mesure. Voilà. C'est, en fait, il n'y a rien qui est figé. Barry Stratégie, nous, on n'est pas des magiciens. Ce qu'il faut retenir, c'est que la société d'exercice libéral, c'est une société de gestion qui va vous permettre de mieux gérer vos finances. Et à travers cette meilleure gestion, eh bien, vous ferez automatiquement des économies. Après, ce qui est le plus important, ça va être votre accompagnement. C'est ce qui fera toute la différence entre un cabinet et un autre. Voilà. Et puis, bien évidemment, une CELARL seule, c'est bien. C'est la première étape. Voilà. Mais si vous voulez aller plus loin, et à un moment donné, il va falloir partir plus loin, parce que vous allez commencer à accumuler beaucoup de trésorerie dans votre CELARL, à un moment donné, il va falloir passer par la holding patrimoniale. Alors, justement, pour tous les médecins qui veulent démarrer cette réflexion intellectuelle du comment est-ce que je démarre. Alors déjà, il y aura peut-être des questions, mais je vais mettre juste je vais publier le petit formulaire, puisque pour te remercier d'avoir joué le jeu, on s'est nous aussi engagés à parler de votre savoir-faire. Et vraiment, j'encourage tous les médecins à faire cet audit, à discuter, à poser les questions, puisque c'est quand même un sujet qui est complexe et qui est éminemment personnel. Donc là, on a tracé un peu les grandes lignes, mais je pense que c'est vraiment important que nos clients médecins prennent le temps de discuter de ce que tu es capable de leur apporter. Donc là, pendant qu'on discute et pendant qu'on va prendre quelques questions, j'encourage tout le monde à cliquer sur le bouton audit offert. Vous simplement nom, prénom et numéro de téléphone, et derrière, ton équipe prendra contact avec l'ensemble de nos clients pour pouvoir discuter de cette mise en place d'une façon individuelle. Voilà. Et il faut juste un point qui est très important, Christian. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. C'est que ce qu'il faut savoir, déjà, d'une manière générale, c'est qu'en société d'exercice libéral, vous ne pouvez pas perdre. Très important ce que je dis. Hein. C'est pas possible, c'est impossible de perdre. On ne peut pas perdre. Au pire des cas, mais vraiment au pire du pire du pire des cas, c'est une opération blanche. Ouais. Mais ça n'arrive jamais. Parce que c'est automatique. Hein. À partir du moment où on prendrait moins de revenus, vous paierez beaucoup moins d'impôts et de cotisations sociales, et vous allez capitaliser beaucoup sur votre société d'exercice. Alors, il y a une question qui est, mon conjoint est médecin, est-ce que je crée 2 CELARL ou est-ce que je fais une CELARL avec mon conjoint? Alors, Christian, ça dépend. Déjà, quel est le régime matrimonial du foyer? Si c'est à la communauté réduite aux acquis, si c'est à la communauté universelle, ou si c'est à la séparation de biens. Tu vois, déjà, si c'est à la séparation de biens, pas de CELARL pour 2. Si tu veux, ça va à l'encontre du régime matrimonial. Tu comprends? Après, si c'est à la communauté, pourquoi pas? Mais moi, je ne conseillerais pas. Voilà. Ouais. Je vois plein de divorces, on gère des milliers de médecins, et certains sont à la communauté, d'autres en séparation de biens. Et tu te doutes bien qu'il y a beaucoup de médecins qui sont en couple, donc tous les 2 médecins, ou médecins et chirurgiens dentistes. Et parfois, nous, bien évidemment, on conseille nos clients, et on leur dit ce que je viens de te dire. Et certains, parfois, veulent créer une CELARL pour 2. Et lors de la liquidation du régime matrimonial, lorsqu'il s'avère qu'il y a un divorce, eh bien, ça peut être dramatique, et même chaotique. Donc, après, voilà, c'est du sur-mesure.
et il faut voir quel est le régime matrimonial. Pour moi, c'est le plus important. Ouais. Alors, si vous avez quelques questions, c'est maintenant. Autrement, ce sera essentiellement dans cette consultation individuelle et personnelle. Je compte lancer d'ici 2024 un cabinet de médecine esthétique. Une de mes proches non médecins serait prête à être mon assistante. Pour le moment, elle se forme esthétique. Connaissez-vous une formation simple pour elle, pour qu'elle puisse… Donc là, appelez-nous au sein de César. Nos équipes, on fait le prochain séminaire en médecine esthétique aura lieu au mois de juin. Ce sera à Monaco. On sera au mois de novembre au Negresco. Ça fait partie des sujets qu'on aborde. D'ailleurs, peut-être que on en reparlera, Thomas, parce que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet qui est pour moi, enfin, je vais pas dire la première chose, mais l'optimisation du fonctionnement d'un médecin, c'est fondamental. La médecine esthétique, c'est une des possibilités pour lui pour optimiser son activité, mais autant bien le faire. Et cette notion de CELAR va être fondamentale. Ah, une question pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux démarrer en CELAR? Je suis médecin, je viens de passer mon doctorat, j'ai fini mon internat, je me mets sur le marché. Est-ce qu'il vaut mieux démarrer tout de suite en CELAR ou au contraire attendre un petit peu pour pouvoir valoriser ma patientèle et faire ce cash-out dont tu nous as parlé? Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus. Et là, tu m'entends? C'est bon. Ah, désolé. C'était le son qui s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous, chez Barry Stratégie, donc au niveau de notre cabinet d'expertise comptable notamment, on estime que il vaut mieux tout de suite faire passer le médecin en société tout de suite. Tu vois? Pourquoi? Parce que le plus important pour nous, c'est au début. La première année, quand le médecin il s'installe, il va quasiment pas payer de cotisation sociale. Pourquoi? Parce que la première année, les organismes sociaux ne peuvent pas se baser, parce qu'il n'y a pas de BNC, il n'y a pas de bénéfice. Donc, du coup, en fait, la première année, il ne paiera quasiment pas, ou pas du tout, de cotisation sociale. Donc, il aura une régularisation la deuxième année. Mais entre-temps, le chiffre d'affaires va encore monter. Et du coup, la première année, il va payer une très grosse pression au niveau de l'impôt sur le revenu. La deuxième année, le chiffre d'affaires est encore, parce qu'il va développer sa patientèle. Donc, du coup, il va encore payer plus d'impôts et il aura aussi une régularisation des cotisations sociales de la première année. Et après, il y aura encore une relance. Et donc, si tu veux, et on rentre dans un cercle vicieux. Nous, on conseille aujourd'hui, tu vois, comme la plupart des pharmaciens ou comme la plupart des chirurgiens dentistes aujourd'hui qui s'installent, ils s'installent tous en CELAR. Il y a bien une raison pour cela. Ouais. Le médecin, en fait, généralement, le médecin, il est plus médecin par vocation pour soigner des gens, ses patients. Et puis, encore une fois, à l'école, à la fac, on ne lui apprend pas à gérer. Il n'a pas ces notions de gestion de caisse, de comptabilité. Donc, le faire passer tout de suite en société, c'est mieux. Ok. Voilà. Ben écoute, si jamais on a encore, quels sont vos conseils pour faire fusionner SARL esthétique et la raison individuelle? Alors, pas sûr de comprendre, mais la SARL, on est vraiment dans le domaine commercial. Alors là, Madame Touati, je ne comprends pas en fait votre question, mais vous pouvez m'envoyer un mail directement. Ouais. Vous allez en fait avoir mes coordonnées sur le formulaire que Christian a mis à disposition. Vous pourrez m'envoyer un mail et je vous répondrai. Ouais. Alors, bonjour, peut-on s'associer avec un non-médecin? Dans le cas d'une CELAR, je crois qu'il y a un pourcentage qui est réservé, c'est possible. Mais juste du capital. Ouais, mais tu as été extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à ce type d'association. C'est un peu comme un mariage, voire en pire. Donc, quand ça se complique, voilà, donc faut pas se tromper d'associer. Thomas, je te remercie beaucoup. De toute façon, si jamais vous voulez aller plus loin, et je vous encourage à aller plus loin, rentrez dans cette réflexion intellectuelle, optimisez votre mode opératoire. La médecine esthétique est un des sujets, mais c'est mieux de le faire quand c'est un peu structuré, organisé.
Et Baris Consulting est capable de vous accompagner d'une façon transversale, soit sur des sujets qui sont très précis, soit au contraire sur une prise en charge globale. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à prendre cette audit. Ça permettra de rentrer sur le sujet. Ils sont pas obligés après de faire ou pas, hein, mais c'est une vraie démarche intellectuelle qu'il faut absolument faire dans l'État qui est quand même en France. Je crois qu'on est champion du monde de la fiscalité. Exact. Donc c'est important d'avoir aussi des top guns pour se faire accompagner sur ce sujet qui sont sensibles. Écoute-moi, Christian, ce fut un honneur, encore une fois, et un plaisir d'avoir fait et participé à cette conférence. Tu sais, nous, on est passionnés par notre métier, hein, avant tout, c'est important. Aujourd'hui, on a un certain succès auprès de notre clientèle médecins et dentistes, principalement médecins, et notamment des médecins spécialistes. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on a une réelle éthique de travail, on a un réel accompagnement, et tout ce qu'on va proposer en fait à nos clients, c'est dans l'intérêt de notre client. Et contrairement en fait à tous nos confrères experts comptables, nos confrères avocats, si tu veux, on a aussi un engagement sur le résultat. Bien sûr. Et ça, c'est important. Bien sûr. Voilà. Super. Eh bien, écoute, entre deux passionnés, on va trouver des solutions pour l'accompagnement de nos clients respectifs. Et je te dis à très vite. Peut-être, d'ailleurs, on se retrouvera au Negresco sur une présentation. On va y réfléchir. Et puis, en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée, une très bonne continuation. Et tu sais, j'ai l'habitude de finir en musique. Donc, un petit Dire Straits, ça va nous mettre de bonne humeur. Je te remercie beaucoup, Thomas. Au plaisir. À très bientôt et bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette web conférence avec Thomas Baris de Baris Stratégie. À très vite. Au revoir.